Issus du concassage des roches massives ou des alluvions des rivières, les granulats représentent la plus grande partie des matériaux de construction et de viabilité et à ce titre une part importante de notre cadre de vie. On peut affirmer que les granulats constituent plus de 80% de l'infrastructure d'un pays moderne par leur présence dans les bâtiments, les ponts, les routes et tous les autres ouvrages de génie civil. Ainsi, il faut de l'ordre de 350 kg de ciment et 1800 kg de granulats pour fabriquer 1 mètre cube de béton. Un mètre carré de chaussée est composé d'environ 25 kg de bitume et de 1300 kg de granulats. D'où proviennent ces granulats? Quelle est leur importance économique? Quels problèmes posent leur prospection, leur élaboration et leur contrôle, de façon à ce qu'ils participent au mieux à la réalisation d'ouvrages de qualité? Autant de questions auxquelles il devient urgent de répondre. Les granulats représentent la plus forte production en tonnage de toutes les substances extraites en France. 300 millions de tonnes en 1973 contre 200 tonnes pour l'ensemble des minerais, des combustibles et des produits industriels divers. Le taux d'accroissement de la production a atteint son maximum ces 10 dernières années. Les 2/3 de ces matériaux sont issus des gisements alluvionnaires fluviatiles, bien représentés le long de nos cours d'eau et activement exploités près des grandes zones d'activité. Région du Centre, Aquitaine, Provence, Midi-Pyrénées, région parisienne, Haute-Normandie. Le reste, soit 1/3, provient des carrières de roches massives réparties sur le territoire en fonction de la géologie régionale. Les zones de production des calcaires apparaissent ici en brun, celles des roches éruptives et métamorphiques en rose, avec des tonnages plus importants en Provence, dans le nord, le massif armoricain et le massif central. À quels usages sont destinés ces matériaux? L'industrie du bâtiment absorbe les 3/4 des granulats alluvionnaires et le quart des produits de carrière. La construction et l'entretien des routes utilisent le reste, soit 1/4 des alluvions et 3/4 de produits de carrière. Ce qui conduit à la répartition globale suivante: 60% pour le bâtiment, 40% pour la viabilité. En technique routière, calcaires et alluvions sont surtout utilisés dans les couches de base et de fondation. Les taillots silicatés de carrière sont choisis de préférence pour les couches de surface des chaussées. Ces matériaux, pour assurer la qualité des ouvrages, doivent répondre à certains critères. Par exemple, la granularité, c'est-à-dire une certaine répartition statistique de la dimension des éléments, est une propriété essentielle. La propreté des granulats joue aussi un rôle important dans la stabilité du matériau et vis-à-vis de l'efficacité des liants. Une bonne résistance mécanique assure en général à la chaussée une plus grande durée de vie. Pour les couches de chaussée, les spécifications relatives à chaque propriété sont fonction des techniques utilisées et de l'importance du trafic. Si l'étude des propriétés des granulats est indispensable, il est également essentiel de connaître les ressources potentielles des gisements et des régions afin de choisir judicieusement les approvisionnements. Va-t-on vers une pénurie dans le domaine des granulats? Si le mot peut sembler excessif à l'échelle de la France, il est en tout cas réel pour certaines zones qui vont voir dans les années à venir leurs sources traditionnelles de matériaux
se tarir. Il est donc indispensable, dans certaines régions, de confronter les problèmes de besoins et de ressources aux contraintes actuelles ou à venir. Prenons l'exemple d'un schéma directeur d'aménagement urbain situé en grande partie dans une vallée alluvionnaire. Il est essentiel de connaître d'abord la répartition des ressources. Cette carte à l'échelle du 25 millième délimite les zones très favorables, celles qui renferment encore des gisements intéressants. Les zones moins favorables et celles enfin qui sont très peu intéressantes. La carte précise également les contraintes liées à l'urbanisation, les zones boisées et les contraintes de paysage, ainsi que les gisements abandonnés ou en cours d'exploitation. De nombreuses études régionales, à des échelles variées, ont été ainsi réalisées en France depuis une dizaine d'années. Elles concernent soit des départements entiers, soit des niveaux géologiques particulièrement intéressants, soit enfin des bassins alluvionnaires. Prenons l'exemple de l'étude au 100 millième d'un tronçon de vallée. Quels renseignements nous fournit-elle ? L'étude précise d'abord, selon les niveaux, certaines caractéristiques géotechniques, équivalent de sable, granularité. Il est important de pouvoir comparer ces dernières à la description pétrographique. Cette étude permet également de préciser les caractéristiques mécaniques des alluvions et de donner enfin une estimation de la consommation et des réserves de la zone étudiée. Les études régionales permettent ainsi de bien appréhender les caractéristiques géométriques des principaux types de gisements et surtout d'en prévoir les conséquences, tant en ce qui concerne les modes d'exploitation que la conception des installations de traitement et les travaux de réaménagement les mieux adaptés. Tous ces problèmes sont rendus complexes par la grande diversité des roches et des gisements. L'histoire de la surface du globe explique cette variété. L'écorce terrestre rigide, formée de silicates d'alumine, repose sur un magma visqueux plus dense, plus pauvre en silice soude et potasse et plus riche en calcium, fer et magnésium. Le magma, à la faveur de mouvements internes, peut s'injecter dans l'écorce en repoussant devant lui les terrains pour donner des masses de roches grenues, telles les gabbros. S'il atteint la surface, il donnera des coulées de basalte ou des projections volcaniques. Le magma peut aussi s'injecter en digérant plus ou moins les terrains rencontrés pour donner des massifs de diorite. L'injection des parties les plus profondes de l'écorce terrestre, localement visqueuse, donnera des massifs ayant la même composition chimique que l'écorce, ce sont les granites. En atteignant la surface, ce magma constituera des roches à grains fins comme les rhyolites ou des projections volcaniques. L'altération de toutes ces roches à la surface du globe, leur transport par les cours d'eau, leur dépôt dans les rivières et dans les mers auxquels s'ajoutent des produits de précipitation chimique comme les calcaires, conduisent à la formation des roches sédimentaires. Les déformations du mince radeau que constitue l'écorce terrestre entraînent des transformations de ces roches sous l'action de la température et de la pression par enfoncement des couches vers les zones plus chaudes. Ainsi se forment les roches métamorphiques. L'action des contraintes horizontales résultant de la dérive des plaques de l'écorce terrestre peut entraîner la formation de chaînes de montagnes. Les formations qui en résultent, plus ou moins plissées et faillées, et généralement recouvertes d'une couche d'altération, constituent en surface les gisements de matériaux. Pour exploiter ces massifs rocheux, il faut donc commencer par enlever la partie superficielle altérée ou découverte. Ce décapage, plus ou moins délicat et onéreux, peut parfois faire l'objet d'un front de taille spécifique.
les carrières de roches massives, il est important de situer les caractéristiques essentielles du gisement. Par exemple, la répartition relative de deux roches différentes, comme du granit rose et de la diorite verte. Ou les variations de qualité d'une même roche dues à une différence de taille des minéraux. Dans les gisements à structure orientée, on cherche à reconnaître la direction et l'épaisseur des couches, la répartition des hétérogénéités, comme ces intercalations d'argile dans un gisement calcaire. Enfin, le repérage des failles est indispensable car elles perturbent la continuité des gisements et sont souvent une source importante de matériaux altérés. Il faut donc préciser leurs orientations et leurs limites. Lorsqu'on aborde l'étude d'un gisement alluvionnaire, le premier problème est de définir sa géométrie. Par exemple, la topographie du substratum est très fréquemment tourmentée. Pour prévoir de façon correcte les volumes exploitables et pour organiser rationnellement l'extraction, il est donc indispensable de maîtriser les variations d'épaisseur de la découverte et des alluvions. Les caractéristiques géotechniques des matériaux alluvionnaires sont également sujettes à de fréquentes variations à l'échelle d'un gisement. C'est le cas de la granularité qui peut varier aussi bien verticalement que latéralement. Les alternances répétées de lits de gravier, de sable ou de cailloux ne présentent en général guère d'inconvénients compte tenu du mode d'exploitation qui entraîne un mélange de l'ensemble des niveaux. Lorsque les variations latérales de granularité sont importantes et affectent la quasi-totalité du front de taille, il est indispensable de les situer lors de l'étude du gisement. Les hétérogénéités diverses, telles que les lentilles argileuses, doivent également être détectées. Lorsqu'elles sont nombreuses et concentrées, elles peuvent rendre toute une partie du gisement inexploitable. La prospection d'un gisement alluvionnaire ou rocheux commence toujours par une étude géologique du terrain. Cette dernière oriente le choix des méthodes qui permettront de préciser la structure du gisement et les caractéristiques géotechniques des matériaux. Les méthodes géophysiques électriques, maniables et peu coûteuses, sont particulièrement bien adaptées au niveau des études de dégrossissage des gisements alluvionnaires. La sismique réfraction est le plus souvent utilisée en gisement rocheux où elle permet dans certains cas d'apprécier l'épaisseur des matériaux altérés au-dessus de la roche saine et de prévoir le matériel de décapage le mieux adapté à la réalisation de la découverte. L'étude géologique préliminaire et la campagne de géophysique permettent d'implanter au mieux les sondages qui précisent de façon définitive la structure et les caractéristiques du gisement. À titre d'exemple, nous allons suivre l'enchaînement des méthodes utilisées maintenant de façon courante pour l'étude des gisements rocheux. Les forages sont réalisés à l'aide d'un marteau perforateur, généralement celui dont se sert l'exploitant pour les abattages. Les éclats remontés au cours du forage sont recueillis sur un tamis, lavés et classés soigneusement pour les études ultérieures en laboratoire. Un premier examen rapide sur place permet en outre de décrire sommairement les terrains traversés au fur et à mesure de l'avancement. On descend ensuite dans les trous de forage terminés des sondes de diagraphie qui permettent de mesurer certaines caractéristiques physico-chimiques des terrains traversés. C'est le dépouillement simultané de la coupe sondeur et des différents enregistrements réalisés
tel que celui de la radioactivité naturelle que nous voyons sur cette image, qui permet de reconstituer de façon précise la structure du gisement. Par exemple, sur ces graphiques, les enregistrements de la vitesse d'avancement, de la radioactivité naturelle et de la résistivité situent avec précision la limite entre deux faciès différents. Une étude de gisement doit permettre d'orienter l'exploitation et d'adapter la chaîne d'élaboration. Elle peut se traduire, pour les gisements rocheux, sous la forme d'un schéma géotechnique. Ce dernier précise les caractéristiques et la géométrie des principaux niveaux, ainsi que les zones sensibles de la carrière. En ce qui concerne les gisements alluvionnaires, l'étude se conclut par le dessin d'un certain nombre de cartes à grande échelle qui doivent être un véritable guide de chantier pour l'exploitant. Ce sont d'abord les cartes en courbe de niveau du sol, du toit et du mur des alluvions, ensuite des cartes traduisant les variations d'épaisseur des matériaux exploitables et de leur découverte. Les sondages avec prélèvement permettent enfin de tracer de façon claire les variations de teneur en sable, en gravier ou en cailloux. Une fois le gisement reconnu, il faut extraire et traiter les matériaux. D'une façon générale, quelles sont les opérations nécessaires à l'élaboration des granulats? Réduire successivement la dimension des matériaux est l'un des premiers objectifs d'une carrière. Cette opération commence à l'abattage. Les matériaux sont ensuite repris à l'aide de différents engins et introduits dans l'installation où le processus de réduction se poursuivra dans des concasseurs. Ces appareils sont choisis en fonction de leur pouvoir de réduction, des débits de production, des granularités souhaitées et de la nature pétrographique des matériaux. Ils seront de types différents suivant les modes de fragmentation mis en jeu, par exemple, concasseur giratoire, concasseur à mâchoire, concasseur à percussion, broyeur à barre. Le criblage est la deuxième fonction essentielle d'une installation. Il peut être effectué par voie sèche et a pour but d'obtenir des éléments bien calibrés et d'alimenter convenablement les appareils de fragmentation. Il sert aussi à éliminer les produits indésirables avant ou après le premier concasseur. Cela permet d'améliorer la propreté ou, pour les granulats alluvionnaires, d'augmenter la proportion de concassés par dessablage. L'élimination des matériaux fins et des argiles peut se faire par voie hydraulique dans des débourbeurs, généralement en tête des installations. Le criblage sous eau ou l'utilisation d'autres appareils à drainage mécanique ou bien des classificateurs centrifuges jouent aussi ce rôle dans l'installation. L'élimination des particules inférieures à 100 microns est alors possible. L'optimisation du fonctionnement d'une installation est nécessaire. À titre d'exemple, considérons deux concasseurs travaillant en circuit fermé. Soit R1, le refus du premier concasseur, et P1, la quantité de produit désiré donnée par cet appareil. R2 et P2, les refus et passants fournis par le second concasseur. Si le premier concasseur est ouvert à 16 mm, son débit de production est de 72 tonnes heure, avec 17 tonnes de matériaux convenables et 54 tonnes de refus.
à 12 mm, le second concasseur produit 58 tonnes heure, ce qui entraîne une alimentation du crible de 130 tonnes. On obtient alors 30 tonnes heure de produit désiré avec un refus de 99 tonnes. Il y a donc une quantité importante de matériaux qu'il faut mettre à la décharge. L'ouverture du second concasseur peut être diminuée pour modifier la granularité et le débit. Dans ce cas, l'alimentation du crible est égale à 119 tonnes. Le refus est de 67 tonnes et l'on obtient 51 tonnes heure de produit fini. Les excédents diminuent et ne sont plus que de 20 tonnes heure. Pour faire disparaître ces excédents, on peut diminuer l'ouverture du premier concasseur et passer à 54 tonnes heure. Dans ce cas, tous les matériaux produits sont conformes à ce que l'on désirait et il n'y a plus d'excédent. La régularité de fonctionnement d'une installation est nécessaire à l'obtention de granulats homogènes. La présence de stocks tampons permet l'alimentation régulière des concasseurs. La régularisation du fonctionnement des cribles nécessite une alimentation bien répartie sur toute leur surface. La présence de détecteurs de métaux, de palpeurs, dont les indications sont centralisées sur un pupitre de commande, facilite la surveillance générale de ces appareils. Les matériaux produits doivent faire l'objet d'un contrôle permanent sur le lieu de fabrication. Pour éviter le transport des granulats non conformes aux spécifications, pour déceler les dérives éventuelles de la qualité, pour optimiser le fonctionnement de l'exploitation. De l'extraction au produit fini, les matériaux suivent un cheminement souvent complexe et il est nécessaire de contrôler les points sensibles de leur élaboration. Considérons un schéma type d'installation. Les matériaux sont déversés dans une trémie, puis acheminés vers un concasseur par l'intermédiaire d'un distributeur. Ce concasseur permet d'obtenir un 0,150 mm qui est ensuite criblé pour donner trois fractions, 70-150, 20-70 et 0,20 mm. Les éléments inférieurs à 20 mm doivent être éliminés lorsque le matériau est humide ou pollué. Les éléments supérieurs à 20 mm sont concassés dans un ou plusieurs appareils, puis criblés pour fournir les classes granulaires souhaitées. Les plus gros éléments, ici supérieurs à 40 mm, peuvent éventuellement être recyclés. Les autres sont stockés suivant leur granularité. 20-40, 10-20, 6-10, 4-6 et 0,4 mm. Le contrôle doit porter plus particulièrement sur le calibrage, si le colmatage des toiles de crible est à craindre ou si les appareils sont alimentés de façon irrégulière. Enfin, avant leur expédition, les granulats peuvent parfois être recomposés. Le stockage des granulats s'effectue en silo ou en trémie. Il peut être séparé ou non de l'installation. Au niveau des trémies, il peut apparaître une distribution particulière de certains éléments. La mise en place de dispositifs adaptés permet de limiter cette ségrégation.
Lorsque le stockage se fait sur aire non couverte, des précautions doivent également être prises pour empêcher la ségrégation. Pour éviter ces inconvénients, il faut réaliser le stockage par couches successives et de faible épaisseur. Les niveaux supérieurs ne doivent pas recouvrir entièrement les parties inférieures. La reprise doit se faire en recoupant les différentes couches sur toute leur hauteur. Dans le cas de stockage en silo, la recomposition permet d'obtenir plus facilement des courbes granulométriques entrant dans les fuseaux de régularité. Les granulats sont alors chargés et acheminés vers leur destination finale, souvent très lointaine. Les problèmes de granulats ont une grande importance sur le plan économique et des répercussions non négligeables sur notre cadre de vie par les énormes quantités de matières premières mises en œuvre. Il est donc impératif de contribuer à une politique régionale d'aménagement en situant de façon claire et synthétique les ressources et les besoins. Il faut essayer de valoriser la totalité des produits extraits pour éviter l'invasion de notre espace vital par les déchets. Le développement des recherches a rendu possible l'utilisation de méthodes d'études plus modernes. Il a également permis de mettre au point des procédés de fabrication plus rationnels. De nouvelles études sont nécessaires dans le domaine des réaménagements des ballastières et des carrières. Elles éviteront de défigurer le paysage d'une façon inadmissible. Seule une bonne connaissance de tous les problèmes liés au granulat et le développement d'études et de recherches pluridisciplinaires permettront de rapprocher des points de vue trop souvent présentés aujourd'hui comme inconciliables. Car il faudra bien sûr continuer à extraire des matériaux, mais pas n'importe lesquels, ni n'importe où, et surtout pas n'importe comment.